Amis des EDC, je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de partager avec vous quelques réflexions au sujet de la politique européenne autour de l'IA. Je suis intervenue en mai 2024 à votre bureau national pour expliquer le règlement IA Act et en tant que lobbyiste depuis 2013, mais en particulier depuis 2017, où j'ai fondé le think tank NBIC Ethics pour m'impliquer dans l'aspect éthique de nombreux règlements adoptés par l'Union européenne et entre autres l'IA Act et les données de santé. C'est pour ça que je prends la parole 5 minutes aujourd'hui pour vous expliquer de quoi il retourne et en quoi ça peut avoir un impact sur une incidence sur vos stratégies. Alors, l'IA Act a été adopté en juin 2024. Il porte sur la catégorisation des systèmes d'IA en fonction du risque qu'il pose aux personnes et au fonctionnement des infrastructures. Typiquement, un décès d'une personne ou une atteinte grave à la santé ou une perturbation irréversible de la gestion du fonctionnement d'infrastructures critiques, etc. Il établit plusieurs choses. Il établit l'interdiction de certaines pratiques en matière d'IA. Il établit des exigences spécifiques applicables aux systèmes d'IA au risque et des obligations imposées aux opérateurs des systèmes. Il établit 3 types de règles, des règles d'harmonisation en matière de transparence applicables à certains systèmes d'IA, des règles harmonisées pour la mise sur le marché de modèles d'IA à usage général et des règles relatives au suivi du marché et à la surveillance du marché, à la gouvernance et à l'application des règles. Et enfin, des mesures visant à soutenir l'innovation des PME en particulier. Qui est concerné par ce règlement? Eh bien, tous les fournisseurs ou déployeurs qui commercialisent en Europe, qu'ils soient établis dans l'Union européenne ou pas d'ailleurs, et bien entendu les personnes affectées situées dans l'Union, c'est-à-dire nous. Il ne s'applique pas ce règlement à la défense ou au système militaire ni à la recherche universitaire. Alors, l'approche par le risque, 4 catégories de risques. Les systèmes d'IA interdits. Ce sont les systèmes de catégorisation biométrique, par exemple, d'extraction d'images faciales sur Internet ou vidéosurveillance, de reconnaissance des émotions, de scoring, notation sociale, de manipulation du comportement humain, comme par exemple des IA exploitées pour exploiter les vulnérabilités des personnes en fonction de l'âge, de la situation sociale ou économique. Alors, l'utilisation des systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel sont aussi interdites dans des espaces publics, à l'exception des situations particulières où une menace spécifique est posée, comme le terrorisme, un acte terroriste. Ensuite, deuxième catégorie, les IA à haut risque. Quelles sont-elles? Ce sont exclusivement les IA des secteurs suivants: les systèmes médicaux, les voitures autonomes, le recrutement, les RH, éducation, formation, les services bancaires, assurances, l'infrastructure, gaz, électricité, et plus anecdotique, les influenceurs électoraux, même si on en a beaucoup parlé ces derniers temps. En matière de troisième catégorie, exigeant de la transparence, nous trouvons les modèles d'IA à usage général, c'est-à-dire par exemple l'IA générative que vous connaissez bien, Mistral IA, OpenAI, Claude, Grok, DeepSeek, dont on a beaucoup parlé dernièrement. Alors ceux-là seront sujets à surveillance et à de mise à conformité lors de la mise sur le marché et dans la suite de la vie du produit. L'utilisation de systèmes d'IA comme les chatbots nécessite que nous soyons informés et que nous interagissions, que nous sachions que nous interagissons avec une machine afin de pouvoir prendre une décision éclairée et d'apporter un consentement formel à cet usage. Les fournisseurs d'IA génératifs doivent donc s'assurer que le contenu généré par l'IA est identifiable. C'est ainsi que certains contenus générés par l'IA doivent être clairement et visiblement étiquetés. Les deepfakes, certains textes, certains types de textes doivent être étiquetés dans le but d'informer le public que ça n'est pas une production humaine, et voire même que ce contenu vise à nous tromper ou à nous manipuler. Et enfin, dernière catégorie, les risques minimaux ou inexistants. Et donc, ce sont typiquement les IA qui sont déjà disponibles dans l'Union européenne à l'heure actuelle, comme celles utilisées dans les jeux vidéo, dans les filtres anti-spam. Quel type d'aide est prévu pour la mise en place de votre stratégie IA? Eh bien, le programme Horizon 2027, Horizon 2027, récemment reconduit, et comptant 93 milliards d'investissements en matière de recherche et d'innovation, compte 53 milliards exclusivement consacrés aux investissements IA dans l'industrie, l'espace, le numérique, l'agroalimentaire, la santé et la sécurité.
C'est donc particulièrement intéressant de savoir que vous pouvez aller piocher dans ces financements et subsides de la Commission européenne. En matière de gouvernance assez classique, elle est à deux niveaux, avec un niveau national comme la CNIL et ses équivalents à travers les États membres, les 27 États membres, et il se trouve en interaction avec la Commission européenne au sein d'un comité européen d'intelligence artificielle qui compte aussi un certain nombre d'experts académiques et de la société civile. En matière d'amende, un contrevenant qui met sur le marché une IA, un système d'IA interdit, eh bien, encourt une amende jusqu'à 30 millions d'euros ou 6% de son chiffre d'affaires annuel. Et pour les autres violations, il s'agit de 3% du chiffre d'affaires et de 15 millions d'euros au maximum. Les PME seront l'objet d'amendes moindres si elles enfreignaient le règlement, ainsi que d'allègements, de manière plus positive, d'allègements de charges administratives pour la simplification des procédures conformité et d'accès à des outils standardisés pour la documentation technique. Alors, en matière de recommandations éthiques, voilà ce que je souhaiterais dire et commenter sur l'IA Act. C'est donc une première étape qui a été franchie sur le plan d'un cadre juridique qui se veut éthique, et on a pourtant envie de proposer des solutions un petit peu plus fermes, tout en apportant un cadre législatif protecteur et de la personne, mais aussi des chercheurs et des développeurs qui sont friands et qui demandent ce cadre éthique pour savoir comment bien faire. Et c'est pour ça que nous avions proposé un certain nombre de solutions et que nous espérons voir adopter un jour ou l'autre dans diverses versions et améliorations à apporter à l'IA Act. Premier élément, des points de vérification intermédiaires qui permettent d'assurer la transparence et la réplicabilité des incidents. Vous connaissez le fait que les IA sont des boîtes noires et qu'il est extrêmement difficile de reproduire les incidents et de savoir où le bas blesse, si bien que effectivement avec des points de vérification intermédiaires, on pourrait pallier partiellement à ces difficultés. Deuxième élément, les opt-in ou les opt-out sont des solutions qui permettraient d'accepter ou de refuser par défaut ou bien de manière proactive de passer par un système d'IA en tant qu'utilisateur ou bien de le refuser. Il s'agirait là pour nous de dire si nous acceptons que tel type d'information soit utilisé à des fins d'évaluation d'un dossier médical, juridique, fiscal ou autre, pour des informations qui ne sont pas strictement nécessaires ou obligatoires, et à minima de pouvoir dire je ne suis pas en capacité de pouvoir défendre ma cause avec un chatbot, un agent IA ou une autre IA, type d'IA, et bien d'autres types d'applications, pardon, et bien dans ce cas, je souhaite passer par une personne. Et enfin, sur le risque anthropomorphique et de confusion homme-machine de l'IA, qui a été passablement commenté dernièrement, en particulier avec Antico et Nova, eh bien, on peut considérer que l'IA Act est une première étape importante, consistant à étiqueter les produits d'une IA générative, des textes et des deepfakes, des images aussi, sons et vidéos, ou bien de savoir identifier qu'on parle avec un agent IA et non pas avec une personne humaine. Eh bien, c'est un pas significatif. On peut cependant craindre que ça ne soit pas suffisant, et je n'ai pas le temps de développer dans le temps qui m'est imparti mon opinion et ma pensée en la matière. Dernier élément que je voulais vous partager, ce sont les directives et règlements à venir qui pourraient impacter votre stratégie. La première est la directive responsabilité civile de l'intelligence artificielle qui régulera les dommages et intérêts des plaignants, utilisateurs d'un système d'IA, auprès d'un fournisseur ou d'un déployeur, et il pourra même être envisagé dans cette directive. Elle est en discussion, elle a été écrite en 2021 en fait. On pensait qu'elle passerait à la moulinette législative un peu plus tôt, mais l'IA Act a pris plus de temps, et donc elle sera à l'étude à partir de fin 2025. Et donc dans celle-ci, très surprenamment, il était envisagé l'inversion de la charge de preuve. Cela s'explique en effet parce que par manque d'explicabilité des systèmes d'IA, il serait impossible pour le plaignant d'apporter les preuves de l'origine du dommage causé, comme c'est prévu dans la directive produits défectueux classique de 2006, qui va être, elle aussi, amendée. C'était la deuxième directive que je voulais vous mentionner. Et donc, dans le cadre de cette logique de responsabilité civile de l'IA, eh bien, les fournisseurs ne jouiront plus de présomption d'innocence et devront bien prouver que leur responsabilité n'est pas engagée,
et ce serait une première en matière de droit civil. Voilà ce que je comptais vous dire en si peu de temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention et espère avoir contribué à votre conversation féconde et à vos réunions, vos bons échanges dans la joie et l'espérance. Mes chers